Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième édition des rendez-vous du gaz renouvelable qui sont organisés par France Gaz Renouvelable, par l'AMF, l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France. Nous sommes ici dans le studio de MM Conseil. Nous sommes en direct ensemble pour 1 heure et demie à peu près. Vous êtes 150 inscrits à cette réunion et vous êtes déjà un certain nombre, assez nombreux à vous être connectés avec nous. Je voudrais d'emblée vous suggérer si vous le souhaitez, d'intervenir, commentaires, questions auprès de nos orateurs que je vais vous présenter dans un instant. Nous allons donc parler à nouveau avec ces deuxièmes éditions des rendez-vous du gaz renouvelable, des effets de la méthanisation et notamment dans la filière agricole. On a parlé de l'eau la dernière fois, on va parler là des gaz à effet de serre, de la façon dont on les quantifie, leur production, mais aussi les gains qu'on peut faire en la matière. Et évidemment, l'objectif, c'est le climat et la transition énergétique. Je vous présente les invités, les orateurs de ce webinaire. Je vous ai cités les uns et les autres. Je voudrais saluer la présence d'un parlementaire, député de Dordogne, Michel Delpont, un expert de ces problématiques de transition énergétique, d'énergie et de gaz en particulier, et de l'hydrogène, même si ce n'est pas tout à fait notre sujet aujourd'hui. Merci à vous, monsieur le député, et peut-être que si vous souhaitez intervenir, vous me ferez signe tout à l'heure. Je vous présente donc les quatre intervenants de ce webinaire tous ensemble sur ce sujet. Et je commence par le coprésident de France Gaz Renouvelable, qui est agriculteur lui-même, éleveur, cultivateur en Île-de-France, en Seine-et-Marne, et méthaniseur, on y reviendra, Jacques-Pierre Couac. Merci à vous d'être en connexion depuis votre exploitation avec nous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez, monsieur Couac? Oui, bonjour à tous, Jacques-Pierre Ravi Couac. que vous soyez avec nous. Je vous passe la parole dans quelques instants. Avec nous aussi en ce studio, Sylvain Frédéric. Vous êtes ingénieur, monsieur Frédéric, vous êtes responsable R&D, biométhane, AGRDF. Merci de votre présence. On reviendra dans un instant Merci sur beaucoup. Bonjour. la dimension multifonctionnelle de la méthanisation. Et bien sûr, on va parler des gaz à effet de serre. Avec nous, pour évoquer la dimension européenne, Fabiola Gravo, vous êtes ingénieure, consultante, experte à Enea Consulting. C'est un cabinet d'ingénierie spécialisé dans la transition énergétique. Vous êtes basé, vous d'habitude, à Bruxelles. Merci d'être avec nous. Je vous passe la parole dans quelques instants. Et puis, Cécile Frédéric, qui est avec nous depuis le début de ces rencontres, déléguée générale de France Gaz Renouvelable. Bonjour à nouveau, Cécile. Alors, je vais commencer avec vous. Deuxième édition, on parle des externalités, notamment de la méthanisation. On a parlé de l'eau la dernière fois. Là, le travail de ce comité stratégique de filière et pourquoi cette thématique aujourd'hui? Cécile Frédéric. Alors aujourd'hui, donc si vous pouvez passer la slide, merci d'abord, bonjour à tous. Donc l'ensemble de ces travaux qui sont présentés dans le cadre de ces webinaires, notamment dans cette deuxième édition, fait partie des travaux du contrat stratégique de filière. Donc un contrat a été signé avec les différentes filières, notamment d'énergie renouvelable. Et au sein de ces filières, donc un groupe de travail méthanisation, développement du biométhane. Donc, au sein de ces travaux, nous réfléchissons à différents sujets pour baisser les coûts de production, faciliter le financement des projets, faire un travail évidemment réglementaire et tarifaire pour accélérer le déploiement des projets tout en améliorant l'acceptabilité de ceux-ci. On travaille évidemment sur des programmes de recherche pour s'assurer que la recherche agronomique et scientifique répond aux questions légitimes sur cette nouvelle filière. Et enfin, donc comme ce que nous allons vous présenter aujourd'hui, France Gaz Renouvelable et l'AMF portent une action sur la question des externalités positives de la méthanisation. Donc, en gros, les impacts de la méthanisation. Les bénéfices de la méthanisation. Les bénéfices, mais nous avons aussi une réflexion sur les impacts qui peuvent être négatifs. Il faut aussi s'interroger sur ce sujet. Donc, vous pouvez passer la slide suivante, merci. Donc, en effet, cette filière méthanisation est une filière spécifique, qui n'est pas comme une autre énergie renouvelable. On travaille avec le vivant. Donc, au-delà de la production de gaz, la méthanisation offre de nombreux services à des acteurs extérieurs à cette filière et dont cette valeur de ces externalités n'est pas ou peu évaluée aujourd'hui.
Donc, c'est pour ça que notre association fait ce travail dans le cadre du CSF. Et donc, on a eu un travail de catégorisation sur une première partie des travaux qui nous a permis, comme vous le voyez, de catégoriser les impacts de la méthanisation en 3 catégories: les externalités agronomiques, les externalités environnementales, ce dont on va parler aujourd'hui. On avait présenté les résultats sur la qualité de l'eau dans un webinaire précédent. Et enfin, les externalités socio-économiques que vous pourrez retrouver dans d'autres webinaires à la rentrée. Oui. Nous avons… Oui. Non, je vous en prie, continuez. Nous avons exclu dans ce cadre les externalités énergétiques, puisqu'on considère qu'aujourd'hui, le soutien à la filière dans le cadre du tarif d'achat permet de porter cette externalité énergétique qui est la production du biométhane injecté. Oui, donc l'enjeu, c'est bien de s'interroger sur la capacité à mesurer les gains, mais aussi les difficultés, le cas échéant, on l'a bien vu, les gains à propos des gaz à effet de serre, c'est-à-dire en produire moins, ou trouver même une capacité à réduire la production en comparaison avec les autres sources d'énergie, mais aussi les autres externalités et les différentes fonctions de la méthanisation. Je vais me tourner vers Jacques-Pierre Couac. Alors là, je m'adresse plus au coprésident de France Gaz Renouvelable qu'à l'agriculteur. Pour vous, quel est l'enjeu en fait? Mesurer, obtenir des données scientifiques pour votre filière, évidemment, on l'imagine, mais vous pouvez peut-être nous préciser en quoi c'est intéressant pour vous. Alors, bonjour à tous. Ces données sont intéressantes parce que pour la filière qui est nouvelle, elle est en manque de données aujourd'hui, pour les simples et bonnes raisons que on revisite, si je peux me permettre, la production agricole par l'intermédiaire de ces cives qui sont mises en place, qui sont des puits à carbone complémentaires des pratiques agricoles d'aujourd'hui. Mais c'est une agriculture qui a été oubliée suite à la Seconde Guerre mondiale, qui a demandé d'être productiviste pour être autosuffisant sur le plan alimentaire. Et aujourd'hui, dans un souci de préservation des sols, de pièges à nitrate, on se retrouve à implanter ces cultures qui sont peu communes dans la vision agronomique aujourd'hui. Donc, nous sommes à la recherche de ces données et ces études viennent compléter et conforter ce que l'on voit sur le terrain. Mais avant tout également, on trouve à travers cette filière de nouveaux emplois et ces emplois profitent à l'économie et le fait d'avoir ces études et de voir tous ces bénéfices conforte l'intérêt de la méthanisation sur le territoire français. Cette nouvelle brique fait peur pour le commun des mortels, puisque, enfin, du moins, elle cultive des craintes et forcément génère des peurs. Et il est important aujourd'hui d'en parler, d'expliquer les biens fondés qu'apporte la méthanisation. Et aujourd'hui, ce thème est essentiellement orienté sur les gaz à effet de serre. Et les bénéfices sont nombreux et vont être développés là par Sylvain Frédéric, qui va nous expliquer plus en détail ce que l'on y trouve comme intérêt au niveau du piège à carbone qu'apporte la brique méthanisation. Oui, alors donc on a bien compris dans ce que vous venez de nous dire que la filière, évidemment, votre agriculture conventionnelle a pris ce virage de volonté d'évolution et de réduction, par exemple, des intrants, mais aussi elle s'interroge sur sa production de gaz à effet de serre et elle essaye de trouver différents moyens pour le réduire. C'est l'objet, évidemment, c'est un des intérêts de la méthanisation et donc, en effet, données scientifiques, vous venez de nous le dire, c'est nécessaire de pouvoir mesurer tout cela pour pouvoir comparer, argumenter d'une part. Et puis, c'est une filière d'économie circulaire, c'est ce que vous nous avez dit, avec donc, notamment des créations d'emplois en parallèle. Et donc, je me tourne, vous venez de le citer, vers Sylvain Frédéric, vous êtes responsable de recherche et développement biométhane chez GRDF, et vous copilotez d'ailleurs la délégation RSE, responsabilité sociétale et environnementale de GRDF, avec ce groupe de travail méthanisation.
En fait, je Euh, copilote avec Jian Loudi de la délégation RSE. Très bien. Alors, cette comptabilisation, on a vu avec Jacques-Pierre Coac à l'instant l'intérêt évident qu'il y a à avoir des données de comparatives pour permettre la comparaison, mais comment on comptabilise alors les émissions de gaz à effet de serre pour la méthanisation? Alors en fait, je vais revenir un peu sur ça. Pour nous, ce qui est important, en fait, c'est au-delà de dire la méthanisation, effectivement, permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est de comptabiliser. Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 20? Est-ce que c'est 50% de réduction, finalement, des émissions de gaz à effet de serre? Ça, c'est essentiel. Pourquoi? Parce qu'on passe d'un discours qui est plutôt qualitatif à un discours quantitatif. Et pour nous, c'est essentiel. Pourquoi c'est essentiel? Parce que, quelque part, on va essayer de mettre en avant, en exergue, en fait, les services rendus par les méthanisations à travers, on l'a dit, hein, le changement climatique. Mais de combien? Ça pour nous, c'est essentiel. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, pourquoi on comptabilise? C'est que tout simplement, on va essayer d'identifier les sources d'émissions de gaz à effet de serre. Où est-ce que finalement on peut éviter ces sources de gaz à effet de serre pour être une aide à la décision pour les porteurs de projets, pour essayer d'impacter encore plus fort. Pour les Est-ce que c'est agriculteurs exactement? Est-ce que c'est plutôt sur la collecte de déchets qu'on va éviter des gaz à effet de serre, sur les cultures intermédiaires, sur les digestats et sur la substitution d'énergie? Pour nous, c'est essentiel d'identifier où sont ces sources d'émissions de gaz à effet de serre évitées pour aller encore plus loin, pour être une aide à la décision pour les porteurs de projets, pour être encore plus vertueux. Alors, la méthanisation, on est dans le domaine agricole, mais au fond, ce n'est pas la seule filière qui pratique la méthanisation. Il y a les agriculteurs, mais pas exclusivement. Ouais. Présentez-nous peut-être vous nous dites qu'il y en a les quatre filières concernées. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, on a 4 filières qui se distinguent dans la filière méthanisation française, 4 filières qui se distinguent par les acteurs, mais aussi par le type d'intrant qu'on va méthaniser. Donc la filière majoritaire aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est la filière dite agricole, parce que ce sont des agriculteurs qui sont porteurs de projets, qui sont exploitants d'unités de méthanisation, mais aussi parce qu'en fait, on va méthaniser des résidus agricoles, des effluents d'élevage, des lisiers, des fumiers, et puis ces fameuses cultures intermédiaires, effectivement. Alors, Ça, c'est la première, d'accord. 80% aujourd'hui de la filière en France, c'est la filière agricole. Après, il y a l'eau qu'on rejette. Alors voilà, tout à fait. les eaux usées. La deuxième filière qui est beaucoup plus ancrée, qui est beaucoup plus ancienne, hein, dès les années 80, en fait, on avait effectivement cette filière sur les eaux. Donc c'est tout ce qui est traitement des eaux urbaines. Et donc là, l'idée, en fait, c'est que la Eaux usées, méthanisation évidemment. des eaux usées, voilà. Et donc là, la méthanisation va permettre de réduire les résidus de ces traitements d'eau usée et de produire du biométhane en même temps pour la collectivité. D'accord, donc Voilà. deuxième filière. La troisième, c'est les décharges. Oui, alors c'est ce qu'on appelle les ISDND, désolé pour l'acronyme, hein, installation de stockage des déchets non dangereux. C'est là où finalement aujourd'hui on a accumulé les déchets organiques et pendant 30 ans, on va encore avoir en fait de la production de biogaz. Donc il est essentiel d'aller dans ces décharges, d'aller dans ces ISDND et récupérer ce biogaz qui va être encore produit pendant 30 ans. Bon. Essentiel. Alors, et les biodéchets, alors Alors qu'est-ce ça, que c'est? c'est la quatrième et dernière filière, effectivement, une filière qui est déjà ancrée chez les restaurateurs, chez les industries agroalimentaires, où on va finalement méthaniser les résidus d'industries agroalimentaires, mais ça va prendre encore plus d'importance Les dans les déchets années à venir. organiques, Ouais, notamment. tout à fait, les résidus, en fait, les invendus, les périmés qui sont aujourd'hui. Mais demain, c'est chaque particulier. À partir de fin 2023, en fait, toutes les collectivités territoriales devront avoir mis un tri à la source pour un retour au sol, soit par compostage, soit par méthanisation des déchets des particuliers. Donc une quatrième poubelle pour vous et moi. D'accord. Alors, revenons en particulier à la filière agricole. Alors, ce que vous allez dire ne s'applique pas qu'à la filière agricole, mais restons focalisés dessus. La méthanisation, ce n'est pas que du gaz, ce n'est pas que de l'énergie, au fond. Il y a plusieurs fonctions. Alors ça c'est un peu la difficulté qu'on a sur cette filière par rapport à l'éolien, au photovoltaïque. On ne produit pas que de l'énergie. On appelle ça de la multifonctionnalité. Alors, c'est une difficulté, on va le voir sur la méthodologie, en fait, notamment ce que je vais aujourd'hui en fait, vous expliquer sur les différentes méthodologies de réduction de gaz à effet de serre. La méthanisation, j'ai l'habitude de dire, c'est un 3 en 1. Pourquoi? Parce qu'on traite des déchets, c'est la première grosse fonction, traitement des déchets organiques. Donc, on va traiter les biodéchets, on va traiter les effluents d'élevage. Deuxième fonction, c'est la production d'énergie, et notamment donc, ce qu'on a dit donc, du biométhane. Et la troisième fonction connue, c'est finalement la production d'engrais, ce qu'on appelle les digestats, qui vont se substituer à des engrais chimiques. Un 3 en 1. Production d'énergie, traitement de déchets, production d'engrais. Alors, je reviens à Jacques-Pierre Coac. Première réaction,
La présentation vous paraît claire, vous voulez rajouter un élément peut-être? Et puis une question, qu'est-ce que c'est que les cives dont vous nous avez parlé et qui vont là venir dans la discussion? Beaucoup de gens qui sont ici savent mieux que moi ce que c'est que les cives, mais je voudrais quand même, si vous permettez, qu'on redéfinisse. Jacques-Pierre Couac. Très bien. Oui, pour rebondir sur les propos de Sylvain, ce qui est intéressant, c'est que la méthanisation va répondre à des besoins de traitement de demain et l'outil aujourd'hui se déploie sur le territoire. Donc voilà, on va répondre à des besoins pour cette fameuse quatrième poubelle. De ce fait, ça va devenir la méthanisation sera d'autant plus intéressante qu'on répondra à ce traitement de déchets. Et j'ai envie de dire, tant qu'il y aura des êtres humains, il y aura du déchet, il y aura matière à faire de l'énergie verte. Par rapport aux cibles, ces cibles, l'acronyme, c'est culture intermédiaire à valorisation énergétique. C'est quelque chose qui n'est pas spécialement nouveau dans le monde agricole, surtout dans le monde de l'élevage. Tout éleveur que nous sommes, moi et mon frère ici, nous avons souvent réalisé une deuxième culture en dérobé pour subvenir à des bilans fourragers qui étaient un petit peu limites en termes d'approvisionnement pour notre élevage. Et l'arrivée de la brique de méthane. C'est de la culture, c'est des cultures, des fourrages par exemple, que vous mettez dans certaines parcelles de votre exploitation, notamment pour nourrir vos bêtes. Voilà. Et sauf que là, ce sont des cultures qui, au lieu d'aller, en plus de ce qui est fait aujourd'hui pour l'élevage, on a d'autres terres qui sont disponibles et celles-ci sont valorisées avec ces autres cultures que je vous expliquerai un peu plus tard si vous le souhaitez, sous forme de sorgho, etc. Ce sont des nouvelles cultures qu'on n'a pas l'habitude de voir dans nos latitudes et qui vont occuper le sol et dont la destination finale est la récolte sous forme d'ensilage et d'alimenter en biomasse nos méthaniseurs. Oui, et puis il y a une donnée aussi, c'est que ces cives, ces cultures spécifiques, captent aussi le CO2. Alors ça, c'est un point sur lequel je vais faire réagir Sylvain Frédéric. Comment est-ce que ça fonctionne, ce captage du CO2 capturé par ces cives, par ces autres cultures? Je vais revenir effectivement, donc ces cultures intermédiaires permettent effectivement de capter ce CO2, mais pas seulement en fait dans la partie aérienne qu'on va méthaniser, mais également dans ce qu'on appelle dans les racines et dans les chaumes. Donc les chaumes, c'est ce qui va rester sur les champs une fois récolté. Et donc quand on calcule finalement ce stockage de CO2 dans les racines et dans les chaumes, on s'aperçoit que finalement on a un bilan qui est positif en fait en termes de captage de CO2 par rapport à soit il y avait un sol nu, soit il y avait des cultures intermédiaires pièges à nitrate. C'est ça aujourd'hui qui nous permet de dire il y a même une quatrième fonction pour la méthanisation, ça serait effectivement de capter du CO2 avec ces cultures intermédiaires. Alors, Sylvain Frédéric, Jacques-Pierre Couac et Fabiola, mais bravo, il y a beaucoup de questions et d'interventions là, depuis le début de notre webinaire sur ce que vous appelez le cycle carbone neutre, des questions qui disent mais ce gaz dont on vous dit que vous réduisez les gaz à effet de serre, mais en même temps vous brûlez cette énergie, ce gaz. Donc il y a des interrogations et même des objections qui disent mais non, mais finalement ça ne peut pas être neutre et même il n'y a pas de baisse de gaz à effet de serre puisque vous en brûlez et que vous en produisez. Donc expliquez-nous comment ça fonctionne. Sylvain Frédéric. Alors ça c'est extrêmement intéressant comme question et on a une illustration, si vous voulez bien passer donc l'illustration, pour essayer d'expliquer effectivement en quoi le biométhane en fait permet effectivement d'avoir un cycle neutre. Alors le biométhane, c'est un méthane. Donc c'est exactement comme le gaz. C'est un gaz. C'est un gaz comme le gaz naturel en fait. Et donc vous allez brûler finalement en fait ce gaz. Et donc on va émettre du CO2. Effectivement, pour nous en fait, ce qui est important de bien voir, c'est que la source de ce CO2 est différente entre le gaz naturel et le biométhane. C'est-à-dire, le gaz naturel, il vient du sous-sol. Du sous-sol dans les couches géologiques. Et donc, finalement, vous allez émettre un CO2 qui n'a pas vu l'atmosphère, entre guillemets, et vous allez rajouter du CO2 dans l'atmosphère. À l'inverse, quand vous avez du biométhane, si on veut bien mettre donc l'illustration. Elle y est. Ok, ça monte. Bon. Vous avez finalement un CO2 dit biogénique, un CO2 qui a été capté en fait par les plantes. Comment? Par la photosynthèse, et ensuite qui a permis de nourrir finalement le bétail, et ensuite ce bétail qui a effectivement généré une déjection
d'éjection qu'on va méthaniser. Donc, vous allez relarguer du CO2, mais ce CO2 était biogénique parce qu'il était atmosphérique. Et donc, finalement, vous n'allez pas rajouter du CO2 supplémentaire parce que ce Et CO2 celui qui a est un capté CO2 les biogénique. plantes et qui est rejeté par le cycle était déjà dans Et il l'atmosphère. était déjà dans l'atmosphère. Donc, finalement, vous n'allez pas C'est pas du remettre. fossile qu'on a Et voilà. extrait en plus. Et c'est pour ça qu'on dit que la méthanisation, effectivement, a un cycle du carbone court, puisqu'effectivement, c'est soit annuel, soit dans les 2 ans. Il reste quand même qu'il faut le mesurer pour être sûr que finalement, on n'aura pas davantage que la nature en avait. Tout à fait, tout à fait. Et donc pour ça, en fait, on a aujourd'hui des méthodes qui sont reconnues internationalement, des méthodes qui sont normées, qu'on appelle en fait des analyses de cycle de vie. L'ACV, l'analyse de Ouais. cycle de vie. Donc on a une illustration également en fait pour cette méthode. Cette méthode aujourd'hui, elle permet de prendre en compte non seulement effectivement le process de méthanisation, mais aussi les étapes en amont du process de méthanisation, la collecte des déchets, la fabrication du méthaniseur, mais aussi, entre guillemets, tout ce qu'il y a en aval de la méthanisation, c'est-à-dire l'épandage des digestats. L'idée, c'est bien de prendre… Digesta, vous avez dit. Ouais, digestats, c'était des engrais. Voilà. C'est un Les produits produit de la digérés. méthanisation qui est utilisé comme engrais. Tout à fait, exactement. Donc l'idée de ces ACV qui sont normés, qui sont ISO, quoi, en fait, c'est bien de prendre toute la chaîne, en fait, pour voir l'ensemble des émissions évitées et induites, en fait, par la méthanisation. Et on reste quand même, en termes de gaz à effet de serre, en dessous de la production classique, je dirais. Alors ça, je vais vous le dire à la fin. Oui. Je vais vous dire les résultats, mais pas tout de suite. Et je termine juste sur les analyses de cycle de vie pour dire qu'effectivement, ce sont des analyses qui sont aussi revues par des comités d'experts indépendants. Et pour nous, c'est hyper important aujourd'hui d'avoir en fait cette indépendance en fait pour être assuré entre guillemets de la robustesse de ces résultats. Bon, pardon, mais l'enjeu, c'est quand même d'aller droit au but et à la grande question qui nous intéresse. Donc là, je vous pousse à y aller. Comment est-ce qu'on réalise la quantification de la réduction que vous affirmez comme telle des gaz à effet de serre? Donc ça, effectivement, on a une illustration pour essayer de voir aujourd'hui comment on peut, quelle méthodologie finalement appliquer pour quantifier cette réduction. L'idée principale, c'est de se dire, on a un scénario de référence, ici un scénario sans méthanisation, et un scénario avec méthanisation. Et l'idée, c'est de faire finalement la différence entre les deux. Si j'avais eu un scénario sans méthanisation, combien j'aurais émis des gaz à effet de serre? Et le scénario avec méthanisation, en fait, combien j'aurais émis? Et de faire la différence entre les deux. Alors, je vois une question, par exemple. À Osny, seulement 30% du carbone entré dans le méthaniseur est restitué au sol. Mais en plus, c'est plus négatif, dit-il, c'est du carbone à longue chaîne que la biomasse souterraine ne peut pas digérer. Oui, c'est du carbone humique. Au contraire, en fait, c'est justement ce qui permet en fait d'humifier en fait la terre. Et donc ça, je pense que Jacques-Pierre entre guillemets pourra répondre. Au contraire, en fait, c'est ce qui permet aujourd'hui en fait d'avoir un amendement du sol et d'avoir un bon sol en fait. Au contraire. Jacques-Pierre Couac, sur tous ces éléments à ce stade et avec ces objections, quelle est votre réaction? Donc, je rappelle, vous êtes coprésident de France Gaz Renouvelable et vous êtes agriculteur vous-même en Seine-et-Marne. Oui. Par rapport au digesta, il est clair également que les remarques qui sont mises en avant que ce méthane, une fois brûlé, retourne à l'atmosphère. Donc, on relargue ce CO2, mais son cycle de vie, comme l'a expliqué Sylvain, il est court. Par contre, ça a été mis en avant également, c'est que ce carbone, avec une chaîne complexe, provient de ce digestat qui se retrouve épandu sur nos terres. Aujourd'hui, ce digestat nous permet de nourrir nos plantes, mais aussi de nourrir notre sol. Et la résultante de tout ça laisse entrevoir par les études qu'on séquestre davantage de carbone dans nos sols de par l'amendement d'engrais organiques, de par ces digestats, plutôt qu'un engrais chimique. Donc, on va enrichir nos sols en matière organique et en carbone. Et ce carbone, donc, un cycle de vie un peu plus long et permet, de par cette méthodologie, de rester dans le sol.
Jacques-Pierre Coq, on reviendra sur la façon dont vous, par exemple, opérationnellement, dans votre exploitation, vous le faites. Parce qu'il y a une remarque, non, je voudrais qu'on me remette encore la question précédente, Maxime, en régie, s'il vous plaît. Voilà, merci. J'ai cette remarque que je vous livre maintenant, donc réfléchissez-y si vous voulez bien, Jacques-Pierre Coq, qui vous répondra un petit peu plus tard. Le biométhane peut être intéressant, à condition de bien restituer le minimum de carbone au sol pour respecter, alors là, le 4 millième. Voilà, mais c'est une remarque qui vous est faite, peut-être que vous pourrez réagir tout à l'heure. Je reviens à vous, Sylvain Frédéric, sur les méthodologies Oui. de quantification et puis les résultats. Alors, on vient finalement sur le fond. Aujourd'hui, on a montré qu'effectivement, il fallait quantifier, il fallait comptabiliser ces gaz à effet de Oui, serre. parce qu'on voit que c'est Eh contesté, oui. c'est discuté. Et donc, aujourd'hui, dans la filière française, il y a 4 démarches qui sont à l'œuvre pour justement 4 méthodes différentes, c'est ça? 4 méthodologies différentes qui finalement répondent à des objectifs et des contextes un peu différents pour comptabiliser en fait ces gaz à effet de serre. Tout simplement parce que tout à l'heure on a parlé de la multifonctionnalité et effectivement aujourd'hui en fait vous avez la prise en compte plus ou moins en fait des fonctions dans la méthanisation avec ces méthodologies qui s'affichent. Donc la première méthodologie, c'est celle qui est bien connue, c'est ce qu'on appelle la base carbone ADEME, c'est les facteurs d'émission. Là ce coup-ci on n'a pas de prise en compte des émissions éviter, on n'a qu'une prise en compte des émissions induites provoquées par la méthanisation. On a ensuite l'ACV, dite multifonctionnelle. Donc là, on va prendre finalement et les émissions induites provoquées par la méthanisation, mais aussi les émissions évitées par la méthanisation. Et là, on est vraiment d'un point de vue global, filière. Et puis, dans le cadre du comité stratégique de filière, nouveau système énergétique, on a voulu aller plus loin, non pas s'adresser à la filière, mais s'adresser à des porteurs de projets méthanisation par méthanisation. Aller se dire, en fait, pour un porteur de projet, en fait, quel est pour mon méthaniseur, pour mon type d'intrant, avec les options techniques que j'ai choisies, quelle est ma réduction de gaz à effet de serre. Ça, c'est ce qu'on veut aujourd'hui faire avec le nouveau système énergétique. Et puis, la dernière démarche qui est plus européenne, c'est la directive RED 2 qui impose finalement aujourd'hui à ce que les énergies renouvelables, et en particulier la méthanisation, soient durables. Et donc, on s'assure à travers cette directive RED 2, effectivement, qu'on est bien dans les clous en termes de réduction de gaz à effet de serre. Une objection qui est faite, qui dit que la méthode de l'INRA n'est pas la même, ou en tout cas les conclusions de l'INRA, qui est aujourd'hui INRAE en fait, ne seraient différentes. Sur ces comparaisons avec l'INRA, vous avez une réaction, Alors, Sylvain Frédéric? déjà, quelle démarche, c'est important, c'est reconnu. Et aujourd'hui, en fait, ces ACV, en fait, pour nous, en fait, sont reconnus de façon nationale. Ces analyses sont reconnues de façon nationale par des comités d'experts indépendants. D'accord. Alors, les résultats. Alors, les résultats, c'est peut-être selon le ces plus méthodes, important. c'est quoi? Bah oui. Alors ici, en fait, vous avez une illustration, en fait, un graphique qui montre ce qu'on appelle les facteurs d'émission. Alors, c'est quoi les facteurs d'émission? C'est finalement la quantité de gaz à effet de serre, ici exprimée en CO2 équivalent, par mégawattheure produit. Donc, c'est des kilos de CO2 équivalent par mégawattheure produit. Et donc, vous avez les énergies renouvelables qu'on a remis en bleu, on va dire classiques, qui sont aujourd'hui dans la base carbone ADEME notamment, entre l'électricité hydraulique, l'éolien, la géothermie et le photovoltaïque. On a le gaz naturel fossile, et là on voit qu'on est à 227 effectivement kilos de CO2 par mégawattheure, et on voit qu'avec la CD multifonctionnelle, on est à 23 kilos de CO2 par mégawattheure. 23. Et avec la base carbone ADEME, 44. Donc on voit finalement qu'entre le gaz naturel à 227 et le biométhane, on va réduire entre 60% et 90% finalement les émissions de gaz à effet de serre. Selon les différentes méthodes que vous avez vues, on l'a dit en chiffres, mais la réduction est tout de même considérable, quelles que soient les méthodes suivies. Jacques-Pierre Coac, alors, je reviens à vous. D'abord, peut-être situez-nous, vous êtes donc, j'ai dit, dans l'est de la région parisienne, en Seine-et-Marne, vous êtes cultivateur et vous êtes éleveur de race limousine notamment. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi de méthaniser? Quand est-ce que ça s'est fait? Vous aviez d'autres objectifs que ceux, finalement, des résultats obtenus au départ avec votre frère, et puis vous vous lancez et finalement, vous avez, je dirais, d'autres résultats. Expliquez-nous cette histoire. L'histoire remonte à plus de 10 ans. La réflexion de la méthanisation est arrivée en 2006 ici sur la structure familiale. Et c'est lors d'un voyage en Allemagne que on a réfléchi, on a mis le doigt sur la méthanisation. Et la première idée de la méthanisation, c'était le traitement de nos effluents d'élevage.
Et on envisageait ça comme ce qui allait devenir une prochaine mise aux normes dans nos structures obligatoires. Là-dessus, dans les années 2010, on a connu des augmentations de coûts de production liées au coût de l'engrais chimique. Il faut savoir que pour l'engrais chimique, c'est ce qui est reconnu comme étant le plus gros facteur d'émissions de gaz à effet de serre sur nos structures. Ce n'est pas le tracteur qui fait ses allers-retours dans le champ, c'est cette fabrication d'engrais chimique. Et dans les années 2010, on a eu une envolée de 100 à 150% du coût de l'engrais. Donc, quand vous mettez ces deux points en avant, la méthanisation, OK, il y a la production de gaz vert qui est là et qui apporte ses bénéfices, mais pour la structure agricole, l'intérêt qu'on avait à l'époque, c'était avec la perspective de la PAC de 2013, de dire voilà, il faut que je reste compétitif et pour ça, il faut que je maîtrise mes coûts de production. C'est un problème de méthode économique, de modèle économique au départ et pas exclusivement de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, vous avez différents résultats. Et alors, ces résultats, donc, d'une part, je gère mon coût de production lié au fait que je produis mon propre engrais qui est là pour nourrir mes plantes, mais l'avantage du digesta, comme c'est un engrais organique, il nourrit également les bactéries du sol. L'autre bonus que l'on voit se dessiner, se profiler au fil du temps, c'est que ces nouvelles pratiques culturales aujourd'hui commencent à être valorisées et reconnues. On a la filière Diester aujourd'hui, avec le groupe Avril et Cepol derrière, qui met en avant et qui bonifie nos pratiques agricoles, notamment lorsqu'on utilise du digesta. Donc, on a également un deuxième bénéfice à ce niveau-là, en plus du bénéfice environnemental. Donc, ça, ce sont des nouvelles briques que l'on n'a pas évaluées au préalable, mais qui aujourd'hui commencent à avoir de la valeur parce qu'il y a une reconnaissance au niveau de la profession sur ces pratiques culturelles et certains industriels sont prêts justement à mettre en avant et à valoriser économiquement parlant ces pratiques, puisque derrière, il y a une relation de gaz à effet de serre qui est prise en compte. Alors, vous nous avez expliqué que vous avez eu cette idée, notamment au cours d'un voyage en Allemagne. Alors, la dimension européenne et la capacité à observer, à mesurer, à quantifier, avec là aussi plusieurs méthodes au niveau européen, est très intéressante et c'est ce qu'on va faire avec Fabiola Gravo. Vous êtes avec nous, Fabiola, en ligne avec nous en visio. Vous êtes, je le rappelle, ingénieur, experte pour le Enea Consulting, qui est un cabinet spécialisé en transition énergétique et notamment basé à Bruxelles. Alors, cette dimension de comparaison européenne, à quoi ressemblent les filières de la méthanisation? D'abord, en Europe, ce n'est pas exactement pareil forcément que chez nous en France. Oui, bonjour à tous. Et d'abord, je me permets une petite rectification. Enea est basée à Paris, même si on intervient à l'échelle européenne. Donc voilà, si vous cherchez nos locaux à Bruxelles, vous ne les trouverez pas pour le moment. On espère l'ouvrir bientôt. Sur les filières de la méthanisation en Europe, effectivement, on a vu que la méthanisation pouvait prendre plusieurs formes, notamment en fonction des types d'unités et types d'intrants utilisés. C'est vrai également en Europe. Et si on regarde les différents pays, on constate que chaque pays a des filières et des dynamiques propres. On vous a prévu une illustration avec les volumes de biométhane produits à date. Alors, ce sont les chiffres 2019. Si on prend l'exemple sur certains des pays, on va constater des différences. Par exemple, en France, on a une très forte dynamique de développement avec des recherches de financement extra-budgétaires pour pouvoir soutenir la croissance de la filière. Si on regarde l'Allemagne, je crois que l'illustration n'est pas arrivée encore. L'illustration, Maxime, si vous voulez bien. Si on regarde l'Allemagne, on va avoir une situation un peu différente avec également beaucoup d'unités de type agricole. Par contre, sur lesquelles on a beaucoup de cultures énergétiques dédiées et puis un développement qui a été très fort pendant quelques années et qui aujourd'hui est plutôt sur une dynamique modérée. La Suède est un cas également intéressant parce que la Suède a été un des précurseurs
de la méthanisation en Europe avec un mix d'unités vraiment assez équilibré entre agricoles, ordures ménagères et stations d'épuration. Aujourd'hui, la dynamique est assez limitée. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que leur biométhane est majoritairement utilisé dans les transports. Donc, on n'est pas sur du biométhane injecté sur le réseau comme on peut l'avoir beaucoup en France. Et pour citer un dernier exemple, on va prendre l'Italie. Par exemple, là, en Italie, on a plutôt des unités de type ordures ménagères avec un mix d'utilisation entre carburant et injection sur le réseau. Alors, ça, c'est les filières, mais on va évidemment s'intéresser aux méthodes de comparaison et surtout d'évaluation des émissions de gaz à effet de serre de la méthanisation au niveau européen. Comment ça marche, je dirais, avec cette vision macro à l'échelle de l'Union? Alors, d'abord, avant d'entrer dans des résultats un peu spécifiques, on peut distinguer deux niveaux auxquels ces questions de travaux méthodologiques sont prises au niveau européen. Et on peut mettre la diapositive illustrative qui correspondant à ça. Tout d'abord, on a la directive RED II dont on a parlé tout à l'heure, qui d'abord fixe des objectifs de développement des énergies renouvelables à horizon 2030. Et elle ne se contente pas de fixer les objectifs, elle vise aussi à homogénéiser les méthodes et la manière dont on calcule les réductions d'émissions de gaz à effet de serre liées à ces filières de production d'énergie. Donc, on a un référentiel commun européen qui existe et qui ensuite doit être décliné, transposé pays par pays en fonction des spécificités des filières, des types d'unités, etc., de manière à ce que les méthodes puissent être utilisées au sein des différents pays de manière pertinente pour les projets qui s'y font. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Et cette directive, ces travaux liés à la directive RED II se sont basés sur un projet scientifique, donc H2020, un projet européen, qui a duré donc, quelques années, qui s'est terminé en 2016. Vous pouvez trouver les livrables sur le site de BioSurf, qui était le nom de cette initiative, et dans lequel des universitaires essentiellement se sont penchés sur la question des méthodes d'évaluation des émissions de gaz à effet de serre du biométhane pour différents types d'intrants, différents types de périmètres, différents types d'émissions évitées aussi, si on se réfère à la situation de base avant méthanisation et transformation en biométhane. Et en termes de résultats, on constate, en regardant les résultats de BioSurf, que les réductions d'émissions sont toujours là, d'une part, et selon les types d'intrants, les périmètres et les émissions qui peuvent être évitées, on a des réductions de 51 à 200%. Alors pourquoi 200%? Parce que les émissions évitées sont plus grandes dans ces cas-là que les émissions proprement dites de la production de la méthanisation. Alors, il y a des écarts sur lesquels vous reviendrez peut-être ou sur lesquels il y aura peut-être des questions. Ça, c'est les travaux, les études menées à partir, alors là, pour le coup, de la Commission européenne, de Bruxelles en l'occurrence, mais il y a aussi évidemment des travaux d'évaluation pays par pays. Voilà. Alors ici, effectivement, les travaux continuent. Alors, il y a eu énormément de travaux dans le domaine de l'analyse de cycle de vie dans les années 2000 et début des années 2010. Ici, on vous a sorti quelques exemples qui sont sortis en fait depuis les travaux de BioSurf pour montrer que ces travaux spécifiques par pays continuent et en fait vont se focaliser sur des aspects vraiment liés au contexte, liés aux usages du biométhane par exemple. Donc, on peut prendre sur l'exemple de l'Allemagne, il va y avoir là une étude récente en 2020 est sortie sur l'utilisation des nouveaux intrants. Alors, ce qu'ils appellent nouveaux intrants, eux, ça va être l'utilisation de plantes vivaces ou de cives, comme on a pu en parler plus tôt, plutôt que des cultures énergétiques dédiées qui font aujourd'hui essentiellement partie du mix allemand. Et on voit qu'en changeant le type d'intrant, on va avoir une réduction de l'empreinte carbone du biométhane allemand qui va réduire de 22 à 77% selon leur scénario. La Suède, oui. D'un autre côté, eux, ils injectent très peu, ils flèchent leur biométhane vers les transports, donc du coup, ils ont fait une ACV plutôt orientée vers comparer l'utilisation du biométhane dans le transport par rapport au diesel. Et on constate ici de nouveau une réduction très significative. Le point commun entre toutes ces études, c'est bien qu'à chaque fois, on constate une réduction, c'est peut-être le message à retenir, et la réduction ensuite quantifiée va dépendre du contexte et des intrants. Alors, je vais revenir sur un point, mais je voudrais tout de suite revenir à des questions qui sont posées. Il y a cette affirmation, il faut surtout retenir que le carbone présent dans le méthane, le CH4, est
le CO2 associé à la filière biométrique est un carbone qui était déjà présent en surface. On ne vient pas en rajouter dans l'atmosphère, contrairement à la filière fossile qui ajoute dans l'atmosphère un carbone supplémentaire sous forme de CH4, donc de méthane, me dit Sylvain Frédéric, et de CO2 qui contribuent au réchauffement climatique. Voilà pour ce commentaire, cette affirmation. Il y a beaucoup de questions sur les fuites. Il y aurait des fuites de méthanisation ou de méthane, donc je ne sais pas à quel moment le méthaniseur lui-même. Alors, Et les pourcentages. Alors, je vais revenir effectivement sur ça. L'analyse de cycle de vie a ça de vertueux, c'est qu'on prend l'ensemble de la chaîne, mais aussi l'ensemble des gaz. Tout à l'heure, j'ai parlé de kilos de CO2 équivalent. Oui, y Et vous compris dans la m'avez fabrication pas du méthaniseur, hein, c'est ça? Pardon. Y compris dans la fabrication du Oui, méthaniseur. tout à fait, exactement, tout à fait, dans la fabrication du méthaniseur. Tout à l'heure, je vous ai parlé de kilos de CO2 équivalent. CO2 équivalent, pourquoi? Tout simplement parce qu'on va prendre l'ensemble des gaz à effet de serre. CO2, CH4, méthane et protoxyde d'azote. Et donc finalement, quand on vous dit il y a une émission de gaz à effet de serre, c'est l'ensemble de ces émissions. Même si on le rapporte en kilos de CO2 équivalent, vous avez le méthane, le protoxyde d'azote et le CO2. Et quand vous faites cette analyse de cycle de vie, en fait, vous prenez aussi bien les émissions de méthane, de protoxyde que de CO2, et notamment dans le méthaniseur. Et oui, dans entre guillemets, la méthodologie ACV méthanisation, il y a bien les fuites de méthanisation qui sont prises en compte. Mais il faut bien se rendre compte que spontanément, les lisiers fumiers en fait, émettent du méthane, et donc quelque part, la méthanisation permet justement de capter ce méthane. Alors, je reviens à la dimension européenne avec vous, Fabiola Gravo. On a bien vu qu'il y avait un travail fait au niveau de la Commission, des études menées par pays pour quantifier selon les filières, comparer. Tout ça, évidemment, c'est pour rendre plus durable cette filière et la méthanisation. Quelles sont les mesures prises au niveau européen, alors, pour permettre cette durabilité, je dirais, dans le contexte de la transition énergétique, de la lutte contre le réchauffement climatique, de la filière ou en Europe? Alors on peut prendre, je vais vous répondre avec un exemple qui est l'exemple italien. Il y a en fait effectivement des mesures très concrètes qui peuvent être prises au niveau des exploitations, hein. Et pour parler de l'exemple italien, on a une initiative qui s'est montée à l'initiative de l'association du biogaz italien et avec des agriculteurs méthaniseurs dans l'ensemble de l'Italie, donc vraiment du nord au sud de l'Italie, qui cherchaient à mettre en place les conditions pour que la méthanisation se fasse, et donc la production de biométhane, se fasse dans les conditions les plus vertueuses, de manière à pouvoir continuer à améliorer l'empreinte carbone. Ça passe par des choses vraiment très concrètes dans l'évolution des pratiques agricoles ou l'intégration de pratiques agricoles vertueuses pour pouvoir renforcer cette durabilité de la filière. Donc, par exemple, ça va passer par la visée d'augmenter le stockage de carbone dans les sols, on en a parlé, via des cultures intermédiaires, par exemple. Se poser les questions et réduire le changement d'affectation des terres, donc éviter de remplacer une forêt par une culture, par exemple, et limiter les conflits d'usage. Cette initiative italienne est vraiment portée par les agriculteurs pour viser à rendre la filière le plus durable possible. On a des réflexions similaires ailleurs en Europe, hein. Par exemple, en France, GRDF et le WWF ont mené des travaux similaires sur les conditions de durabilité de la filière méthanisation en France. Alors, merci pour ces données. Il y a une question, je vois, a-t-on une vision du potentiel maximal de production de biométhane en térawattheure, j'imagine, que nous pourrions avoir en France à long terme? Là, il s'agit de quantité. Il ne s'agit pas de durabilité, mais Sylvain Frédéric de GRDF. Oui, alors effectivement, l'ADEME, en 2017, a estimé ce potentiel de méthanisation. Alors ce potentiel, aujourd'hui, technique et économique, c'est-à-dire que ce n'est pas le potentiel L'Agence de maximum. la maîtrise de l'énergie. Oui, l'ADEME, voilà. C'est 140 TWh en France pour la méthanisation. Mais je répète, c'est un Ça veut potentiel dire quoi? Donnez-nous un ordre de technico-économique. grandeur pour Oui, qu'on mesure alors ce que ça représente. voilà, aujourd'hui en France, on consomme à peu près 450 TWh de gaz naturel. La méthanisation pourrait substituer effectivement un tiers de cette consommation de gaz naturel Oui. avec ces 140 TWh. Et donc, ce n'est pas le potentiel maximum, c'est le potentiel technico-économique, le potentiel Réaliste aujourd'hui. voilà, réaliste.
Le potentiel maximum, il est à 250 TWh, mais c'est en prenant en compte qu'il n'y a pas de gaspillage et tout. Or, dans cette étude, l'ADEME a bien pris en compte, parce que c'est un potentiel à 2050, qu'il y aurait effectivement moins de gaspillage alimentaire. Et pour ça, c'est très important de prendre la réalité des choses. Alors, je reviens à Jacques-Pierre Coicq. Votre réaction sur ces études au niveau européen, la Commission, au niveau des pays, ces outils, cette synthèse que nous fait Fabiola Gravo et Enea Consulting sur ces différentes études, comment est-ce que vous réagissez? Vous avez le temps, vous, de vous pencher sur ces différents éléments et sur les comparaisons avec vos confrères agriculteurs européens? Aujourd'hui, pour la filière française de la méthanisation, elle est encore jeune, elle est en cours de construction. Ça fait partie des prochaines briques que l'on va appréhender. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on commence à valoriser, économiquement parlant, ces nouvelles pratiques. Donc, on se sensibilise. La profession, l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France, dont je fais partie également, ne néglige pas ces points-là. Il y a beaucoup de choses à gérer en parallèle aujourd'hui lorsqu'on est méthaniseur, mais ce qui est très agréable à voir à travers cette étude, c'est que ce n'est pas seulement qu'une vision qu'on avait au préalable, c'est qu'aujourd'hui, ces données sont confortées par des chiffres. Elles sont, ce sont les mêmes tendances au niveau européen. Les choses sont perfectibles. Là où on peut dire aujourd'hui l'Allemagne a pris les devants avec une production de gaz vert qui est très élevée, mais liée à des cultures dédiées, donc absolument pas le système français. Le système français était plus drastique en disant à l'époque, je me souviens très bien lors des années 2010, nos représentants nous disaient on ne veut pas d'océan de maïs que l'on croise en Allemagne, d'où ces cives en France. Et on voit qu'aujourd'hui, on a fait le bon choix, puisque le fait d'utiliser des cultures dédiées, le bilan est moins favorable que si on utilise ces fameuses vivaces ou ces cultures pérennes ou les cives. Donc, on n'a pas choisi la voie la plus facile, mais en l'occurrence, elle a du sens et elle corrobore le fait que ces gaz à effet de serre sont plus bénéfiques dans la configuration française que dans la configuration que les Allemands avaient dessinée à l'époque. Ils sont en train de se réorienter actuellement. Donc, cette tendance de fond, elle est perfectible, il faut l'approfondir, mais elle va dans le sens que demandent aujourd'hui nos concitoyens de prendre conscience que ces gaz à effet de serre, on ne peut pas les relarguer en permanence liés au réchauffement climatique. Et j'ai envie de dire, continuons à développer, continuons à étudier les facteurs positifs, mais également prenons en compte les facteurs négatifs pour rendre cette filière plus perfectible et avec un modèle environnemental qui nous tire vers le haut. Bon, mais alors, question simple, Jacques-Pierre Coicq, au fond, à l'agriculteur que vous êtes, au cultivateur, à l'éleveur que vous êtes. Au bout du compte, plus de 10 ans après votre réflexion initiale et votre décision avec votre frère, quel est le principal bénéfice que vous retenez ou les principaux bénéfices que vous retenez pour vous sur votre exploitation de ce choix? Vous ne le regrettez pas, visiblement. Et aujourd'hui, sur quoi principalement vous voudriez travailler pour améliorer chez vous, par exemple, ce processus? Il y a plein de facteurs. J'ai envie de dire, mais là, c'est mon côté agriculteur qui va parler. Il y a un côté magique, c'est qu'à l'époque, on n'imaginait jamais d'en arriver là. Cette filière, vous l'avez vu, elle est multilevier, traitement de déchets, production de mon propre engrais, les bénéfices apportés en termes d'énergie verte, mais également aujourd'hui ces gaz à effet de serre. C'est vrai que ce levier, on nous en a parlé pendant longtemps, mais aujourd'hui, on en a une reconnaissance
de par nos acheteurs de matière. Donc, à l'époque, vous m'auriez dit, voilà, fais un méthaniseur, tu vas voir, ça va bien se passer. Jamais j'aurais pu imaginer toute cette énergie qui est mise aujourd'hui en avant et qui tracte la filière, en fin de compte. On emmène beaucoup de monde puisque c'est un cercle vertueux. Et il y a la filière du déchet, il y a des opérateurs techniques qui sont autour, que ce soit dans le monde du gaz, dans le monde de la construction de sites de méthanisation. Aujourd'hui, il y a un savoir-faire français qui est là et on est en train de développer ces futures briques pour capter davantage de CO2. Bon, alors, on voit bien ça et on voit votre enthousiasme, mais vous nous dites vous-même, il faut travailler sur des améliorations. Il y a des choses encore à améliorer. Par exemple, une question qui est posée, dans quelle mesure, je voudrais qu'on me la laisse s'il vous plaît, dans quelle mesure les digestats peuvent apporter, par exemple, une forme de pollution des sols. Sur quoi est-ce qu'il faut travailler et peut-être vous pouvez répondre à cette question, vous l'agriculteur, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, on réalise des suivis, il y a et ce qui est valable en agriculture, il faut 10 ans de retour d'expérience. Une année, lorsque vous faites un essai une année, on ne peut pas considérer que cet essai est valable et applicable sur du long terme. Il faut la dupliquer plusieurs années pour valider cette théorie. Aujourd'hui, la filière, les chambres d'agriculture, les instituts techniques mènent plusieurs essais sur ces digestats pour voir les bienfaits ou pas, s'il y en a. On a vu récemment sur le GT qualité de l'eau que les digestats en l'état n'avaient aucune incidence plus négative que du lisier ou du fumier. Donc, j'ai envie de dire, ce sont des éléments qui sont positifs et qu'il faut continuer de développer. On voit qu'en fonction des pratiques culturelles de l'application de ce digestat, il y a également des variables. Donc, aujourd'hui, il faut sensibiliser la profession sur ces nouvelles pratiques, faire en sorte que la technologie nous accompagne également, qu'on ait des outils qui nous permettent de réaliser des bonnes applications de digestat pour en limiter des évaporations qui auraient à ce moment-là un effet négatif. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut continuer de travailler dans ce sens, de telle manière à intéresser l'ensemble des acteurs du territoire qui vont nous apporter les outils techniques pour réaliser au mieux la pratique de la méthanisation. D'accord. Il y a des questions sur les prix, notamment le prix auquel est payé le gaz de méthanisation. Peut-être Sylvain Frédéric, GRDF, vous pouvez répondre à cette question. Alors pour nous, aujourd'hui, effectivement, ce biométhane, il y a un tarif, effectivement, qui est compris entre 60 € et plus de 100 € du mégawattheure, mais qui aujourd'hui, entre guillemets, est, on va dire, corrélé au service rendu par les méthanisations. Il y a eu une étude, en fait, il y a 2 ans, qui montrait qu'entre, finalement, on l'a dit, le service rendu pas pour le changement climatique, mais aussi le service rendu sur la production d'engrais, le service rendu sur la création d'emplois. Quand vous additionnez tous ces services rendus, ce que Cécile appelle les externalités positives, en fait, on se rend compte que finalement, ce prix, il est juste, et en fait, il rémunère en fait, l'ensemble de ces services. Question. Vous nous expliquez que la vertu de la méthanisation repose sur la décarbonation. Le digestat est ainsi appauvri en carbone. Comment faites-vous pour compenser le manque de carbone dans le digestat et dont le sol et les cultures ont besoin? Jacques-Pierre Couac, peut-être avec nous. En tout cas, c'est une question peut-être que vous pouvez, à laquelle vous pouvez répondre peut-être en la corrigeant ou en la contredisant. C'est peut-être que le constat qui est fait dans la question n'est pas celui que vous faites vous. Qu'est-ce qu'il en est, hein? Donc, est-ce que le digestat n'est pas aussi riche que ce que vous souhaiteriez, par exemple? Est-ce qu'il apporte les mêmes résultats? La remarque est juste, puisqu'il y a une partie de ce carbone qui est séquestré sous forme de méthane, et l'autre partie reste dans le digestat.
Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des études qui sont réalisées par l'Institut Arvalis avec l'étude qui s'appelle Opticive, qui laisse entrevoir que lorsque on applique du digestat dans nos champs, on a un taux de matière organique qui est supérieur à celui d'une agriculture conventionnelle qui n'utilise que des engrais dits chimiques. Donc voilà, ça, ce sont des premières études qui ont été mises en avant et elles vont être corroborées par des études qui sont aujourd'hui en cours. Donc voilà, et on adaptera la machine en fonction des résultats scientifiques qui vont être obtenus. Cette filière de méthanisation est encore une filière jeune, les pratiques sont nouvelles et méconnues. Donc voilà, on est très content de voir aujourd'hui toute cette mobilisation derrière la méthanisation, puisque ça nous permet de sortir des études et de corriger l'outil en fonction des résultats qui apparaissent. Il y a des remarques sur les régions qui ont perdu l'élevage et qui pourraient regagner grâce à ce dispositif notamment. Quelqu'un nous dit, regardez en Charente, énorme perte de fertilité des sols suite à la disparition de l'élevage il y a 10 ans. Il y a un débat évidemment qui frise parfois l'hystérisation, le débat public sur les risques mais les enjeux aussi de l'élevage. Vous êtes éleveur, évidemment, vous allez défendre ce métier aujourd'hui. Réaction sur cette remarque, peut-être, Jacques Perquac? En effet, moi en tant qu'éleveur, on a conservé l'élevage parce que déjà c'est quelque chose que l'on aime, mais on a toujours vu des différences à l'époque lorsqu'on avait de l'élevage sur des terres qui recevaient des amendements organiques en provenance des fumiers et des lisiers de notre élevage. Et le bonus que j'ai aujourd'hui grâce à la méthanisation, c'est que en plus de mes effluents d'élevage, j'ai de la matière organique qui vient de l'extérieur, on traite des déchets industriels, et j'ai envie de dire, voilà, j'augmente cette capacité que j'avais liée à l'élevage d'amender mes sols organiquement parlant, chose que l'engrais chimique n'apporte pas. On le voit, les systèmes agricoles saturent lorsque on arrive à un certain niveau. Et la méthanisation aujourd'hui comble une partie de ce manque. Donc oui, je pense qu'il faudra que les choses soient calées, calibrées, de telle manière à ne pas avoir des extrêmes. Les extrêmes ne sont jamais bons, mais je pense qu'un juste équilibre, comme ce que l'on pratique ici chez nous, a un intérêt et a du sens au niveau de la pratique agricole dans le système complet. Bien compris. Alors, il y a pas mal de questions sur les méthodes, Sylvain Frédéric, et en particulier sur la directive RED 2, avec cette idée que, comme il y a plusieurs méthodes, on se demande s'il y aura une méthode unique, en particulier de comparaison. Et est-ce que ça ne fausse pas finalement les résultats? Alors, quand on regarde finalement la comparaison entre RED 2 et notamment la méthodologie label bas carbone ou celle qu'on a effectivement développée dans le cadre du comité stratégique de filière, en réalité, c'est assez similaire. Quand on regarde effectivement en fonction du type d'intrant, on est sur des résultats similaires à plus ou moins 20%. Et finalement, quelle que soit la méthodologie, aujourd'hui, en fait, on constate en fait, cette réduction de 60 à 90%. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a deux méthodologies, RED 2 et puis la CV, qui est un peu différente, mais finalement, les conclusions sont un peu similaires. Le seuil minimal, selon les méthodes d'affirmation qu'il y a une baisse de production de gaz à effet de serre, est de combien? Elle est pour RED 2 de 80% par rapport à un combustible de référence. Ça, c'est RED 2, mais pourquoi vous évoquez vous-même des 60%? Alors, des 60%, c'est parce qu'aujourd'hui, RED 2, c'est 80%, mais après, si vous diminuez de 50 à 60%, c'est déjà pas si mal. RED 2 prend une valeur, mais bon, aujourd'hui, il y a aussi, il n'y a pas que RED 2. Quand on compare toutes les méthodes, le seuil minimal, c'est 60% de réduction. Oui, oui. De toute façon, on l'a bien vu même avec Fabiola, qui l'a montré avec BioSurf. Aujourd'hui, en fait, l'ensemble de ces méthodologies, en fait, disent, entre guillemets, on réduit ces émissions au moins de 50 à 60%. Alors, Fabiola Gravo, il y a des questions qui ont été posées sur la discussion que vous avez introduite à travers l'étude italienne
sur la réduction de l'éventuellement changement d'affectation, de réorientation des terres. De quoi s'agit-il? C'est quoi le sujet? Jacques-Pierre Coq pourra peut-être nous en dire un mot aussi. Quelle est cette thématique-là? Alors, la thématique du sujet changement d'affectation des terres, en gros, c'est à quoi est-ce qu'on utilise le terrain disponible? Il y a plusieurs sujets. Il peut y avoir un terrain qui était occupé par de la forêt. Si on le remplace par une culture, on va couper la forêt, ça va résulter en des émissions. Ensuite, il y a un deuxième sujet qui est l'utilisation de terres pour des cultures à vocation énergétique versus pour des cultures à vocation alimentaire, qui est souvent aussi un débat. Et en fait, d'où la question de la limitation des cultures énergétiques dédiées, tandis que les cultures intermédiaires, donc les cives, viennent en intercalaire et ne viennent pas à la place Donc, si je des comprends cultures bien, alimentaires. l'intérêt de cette étude italienne, par exemple, c'est de s'intéresser à la capacité de fournir des données pour pouvoir faire un choix ou une mesure du choix des agriculteurs d'attribuer les terres à tel ou tel type de culture de façon plus rationnelle et plus scientifique, c'est ça? Voilà, en fait, c'est une attention portée à ce sujet-là. Disons que c'est un paramètre qui est vraiment pris en compte dans la conception des projets, des installations, etc. Jacques-Pierre Coaq, vous qui êtes agriculteur, en quoi c'est important pour vous d'avoir des éléments pour mesurer? C'est pour prendre votre décision finalement de cultiver telle ou telle plante dans telle ou telle parcelle? Entre autres, oui, mais ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, comme je vous ai dit, on commence à prendre en compte nos pratiques agricoles et tout ça, il y a des. Pardon? Allez-y, 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 on vous entend. Donc, ces pratiques agricoles aujourd'hui, il y a des curseurs qui sont mis en face et ça évitera, je l'espère, des débordements comme ce changement d'affectation des sols. Typiquement, si on prend le modèle à la base allemand qui était de dire je mets des cultures dédiées, aujourd'hui, c'est des choses qui sont remises en cause et ces paramètres-là sont pris en compte aujourd'hui au niveau de nos acheteurs de matière. Et j'espère que tout ça permettra d'avoir un équilibre judicieux et d'éviter des dérives qui sont parfois constatées et qu'il faut corriger. Et faire les bons choix dans l'attribution des terres, au fond, et le choix des cultures. Sylvain Frédéric. Oui, non, je voulais juste préciser qu'aujourd'hui, en France, les cultures principales ne sont pas incitées par rapport effectivement à d'autres pays européens. Donc, on n'a pas cette problématique de changement d'affectation des sols parce qu'on n'a pas de culture principale, entre guillemets, incitée. On n'a pas de tarifs liés à ces cultures principales, tout simplement. Oui, c'est-à-dire qu'on ne flèche pas, ni l'État, ni le ministère de l'Agriculture ne flèche pas strictement, notamment par le biais du prix, le choix des terres. L'intérêt de la directive RED 2, c'est de contrôler et donc de limiter le possible changement d'affectation des terres. Par contre, ce n'est fait, je lis la question, que pour les bioénergies, pas pour le photovoltaïque en plein champ, qui pose pourtant exactement les mêmes problématiques. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur ce sujet? Sylvain Frédéric, Jacques-Pierre Coaq, dites-moi. À ma connaissance, sur le photovoltaïque, c'est interdit aussi sur les surfaces agricoles, sauf exception, effectivement, lorsqu'on ne peut pas effectivement cultiver. Depuis, effectivement, je crois, 5 ans, effectivement, où on n'a pas le droit de mettre comme ça des panneaux photovoltaïques sur des surfaces cultivables. Remarque, il y a déjà actuellement dans l'Est de la France, Jacques-Pierre Coaq, des confrères à vous, des agriculteurs qui utiliseraient des méthaniseurs qui ne fonctionnent qu'avec des cultures comme en Allemagne. Réaction, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que ça vous inspire? Je ne sais pas si c'est vrai parce que je ne connais pas le dossier, mais il faut savoir que économiquement parlant, comme a dit Sylvain, ce n'est absolument pas sollicité. Au contraire, les cives sont plutôt fléchées sur l'ancien tarif, là où les cultures dédiées ne bénéficient pas de quelque aide que ce soit. Bien au contraire.
En plus, on a la loi qui légifère et qui quantifie avec un plafond ces cultures dédiées. Donc, l'intérêt économique, je le cherche. J'aimerais bien qu'on me donne des chiffres là-dessus avec des cultures dédiées. Mais je sais qu'aujourd'hui, il y a des dérives qui s'opèrent et que ces dérives sont en cours de contrôle. Donc, voilà ce que je peux dire sur ce sujet. Mais je n'ai pas toutes les informations à ce niveau-là. Oui. Quelqu'un nous dit qu'il faut aller voir ces méthaniseurs pour vérifier, contrôler. Ce n'est pas exactement votre rôle, ce ne sera pas à vous de le faire, mais on peut imaginer en effet que les chambres d'agriculture, peut-être, ou en tout cas le ministère le réalise. Quelle est la surface agricole imperméabilisée sur une exploitation pour le méthaniseur et les structures annexes? Est-ce que ça vous a réduit beaucoup votre surface d'exploitation? Est-ce que ça vous a obligé à imperméabiliser certains endroits? Un méthaniseur comme le nôtre qui produit l'équivalent de 650 kW à 700 kW à l'année, enfin 13 gigawattheures, 13 à 14 gigawattheures, c'est une surface notamment imperméabilisée pour le stockage, mais qui se situe de l'ordre de 8000 m². Donc à peine un hectare. En moyenne, ce que je constate, c'est que les surfaces imperméabilisées sont de l'ordre de 1 hectare en moyenne sur ce qui s'opère aujourd'hui dans les pratiques agricoles. D'accord. Sur une exploitation, sans être indiscret, d'une surface autour de… Nous, la nôtre aujourd'hui, en terre cultivable, nous sommes à 250 hectares de terre labourable. D'accord. Alors, je regarde les questions. Quelle est j'ai posé cette question. On va remonter un petit peu plus haut, si vous voulez bien, dans les questions du chat. Je demande à la régie de m'aider en remontant plus haut dans les questions du chat, ce que je ne peux pas faire d'ici. Écoutez, on est arrivé au bout de notre dialogue. Je voudrais vous demander aux uns et aux autres, en conclusion, peut-être en une phrase, je commence par vous, Fabiella Gravo, ce qu'on doit retenir de la méthode européenne, en quelque sorte, ou de ces travaux avec différents aspects, différentes méthodes, différents choix. Quel est pour vous, là, au fond, l'intérêt ou la capacité que l'Europe offre pour pouvoir faire les bons choix en matière de méthanisation? Moi, l'intérêt, c'est l'harmonisation de l'approche. Et ensuite, pays par pays, il faudra vraiment voilà, avoir des outils dédiés qui sont construits pour pouvoir être appliqués vraiment pays par pays. Oui. Merci. Sylvain Frédéric, alors, votre vision générale en conclusion de… Alors, pour nous, c'était important de passer en fait, de cette étape de qualification, la méthanisation est neutre en carbone, à celle de quantification, de combien, et aussi projet par projet, et donc de donner en fait aux porteurs de projet une petite calculette. Donc c'est ce qu'on fait actuellement dans la filière, de donner finalement une petite calculette pour que chaque porteur de projet puisse effectivement se rendre compte de cette quantification de réduction de gaz à effet de serre. Et ça nous amène à quoi? À essayer de monétiser, de se dire mais finalement on passe vraiment d'unités de méthanisation qui pourraient peut-être monétiser en fait ces réductions de gaz à effet de serre. Parce qu'on est évidemment dans une démarche globale, nationale notamment, d'objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Et chaque projet doit être quantifié et évidemment trouver un modèle économique. Exactement. En même et c'est un peu un rêve, en se disant, mais finalement, je vais choisir mes options techniques de pratique d'épandage en fait, en fonction aussi de ma réduction de gaz à effet de serre. Je vais pouvoir effectivement même améliorer mon bilan en captant avec les cultures intermédiaires, mais même peut-être en captant le CO2 finalement des unités de méthanisation, en faisant un autre puits carbone derrière, en réutilisant le CO2 dans des serres agricoles, ou même en fait carrément dans des bâtiments de construction. Donc là, le CO2 biogénique dont je vous parlais, carrément, on va pouvoir même le retirer de l'atmosphère. Donc on va avoir des bilans négatifs. En conclusion, Jacques-Pierre Couac, il y a une question qui est une forme d'interpellation qui dit méthanisation. La méthanisation, c'est une révolution agricole, en tout cas pour l'agronomie, aussi importante que celle de la motorisation des années 50. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat et comment, en conclusion, peut-être, vous pouvez nous dire ce que vous voulez qu'on retienne de ces échanges ce matin? Oui, une révolution, je me pose parfois la question. Ça fait plaisir de l'entendre parce que ça a été… j'ai revisité complètement
mes fondamentaux agronomiques par rapport à l'enseignement que j'ai reçu à l'époque, avec l'arrivée de la méthanisation. L'ensemble des études que l'on voit, qui sont réalisées, et chaque brique que l'on construit autour de la méthanisation nous rassure et nous conforte dans le choix que l'on a fait. Bien entendu, il y a des choses encore perfectibles, mais on s'intègre aujourd'hui davantage dans notre société avec les méthaniseurs, puisqu'on a coupé ce cordon agriculture citadin. Et le fait qu'aujourd'hui, en plus de nourrir les êtres humains, on peut traiter leurs déchets, et qu'aujourd'hui, même les industriels viennent nous voir et nous interrogent sur la capacité de notre méthaniseur en termes de capacité à capter les gaz à effet de serre. Aujourd'hui, les industriels viennent nous voir en disant voilà, on veut que vous traitiez nos déchets, mais on souhaiterait avoir le bilan gaz à effet de serre derrière, ce qui favorise le territoire, en fin de compte. Au lieu de voir les déchets partir dans d'autres régions, aujourd'hui, cette calculette des gaz à effet de serre nous permet justement de sensibiliser les acteurs locaux et de travailler pour le territoire. Donc, il y a vraiment une économie circulaire. On parle d'analyse de cycle de vie avec les gaz à effet de serre. J'ai envie de dire, il y a une analyse de cycle de vie avec la méthanisation, le traitement des déchets, le territoire, l'agriculture. Et je trouve que globalement, ces données-là, malgré l'ensemble des contraintes que l'on peut entendre, vont dans un sens positif par rapport aux attentes de notre société. Il y a encore du travail derrière, mais je trouve que cela participe énormément à cet équilibre qui est souhaité pour demain. À nous aujourd'hui de mettre en avant, par le biais de ces études, les biens fondés. On voit que ce n'est pas seulement en France que l'on constate des éléments positifs, mais qu'au niveau européen, le constat en va de même. Donc, j'ai envie de dire, continuons malgré les difficultés que l'on rencontre et prouvons qu'il y a des choses à améliorer, mais qu'on est dans la bonne voie aujourd'hui. Et demain, il y aura également d'autres études qui vont être réalisées. Et là-dessus, je pense que Cécile connaît un peu mieux le sujet et il y a d'autres groupes de travaux qui vont œuvrer prochainement au même titre que ce groupe de travail sur les gaz à effet de serre. Merci Jacques Terquois, on va y revenir évidemment. Je voudrais remercier Fabiola Gravo, bien sûr, d'Enea Consulting, Sylvain Frédéric de GRDF, Cécile Frédéric, France Gaz Renouvelable. Tous les éléments que l'on a vus aujourd'hui dans ce webinaire, comme celui sur l'eau, et comme les autres à venir, sont consultables, on peut les retrouver sur votre site. Et puis il y a le rapport de France Gaz Renouvelable, et puis peut-être nous dire un peu vers quoi on va aujourd'hui en conclusion. Cécile Frédéric. Oui, tout à fait Thierry. En effet, tous les rapports et toutes les synthèses, vous pouvez les retrouver aujourd'hui sur notre site internet. Comme je vous l'avais dit en entrée de webinaire, nous avons fait un webinaire sur l'impact sur la qualité de l'eau le 10 mai dernier. Le replay va être disponible très rapidement. Le replay pour ceux qui ont raté aujourd'hui sera disponible également. Et en effet, on continue les travaux. Et on a beaucoup parlé de biodéchets aussi aujourd'hui et de l'impact que peuvent avoir les nouvelles réglementations sur le traitement des biodéchets, puisque demain, tout le monde aura une 4e poubelle. Donc, on a fait une étude sur l'impact de la méthanisation sur le traitement des biodéchets et comment ça va changer cette filière et quels sont les bénéfices. Ce travail est en cours. Je tiens aussi, il sera présenté à partir de septembre, vraisemblablement, à la rentrée. Et on aura également le début d'un travail sur la résilience des exploitations agricoles. Je voudrais aussi rappeler à notre auditoire que l'ensemble de ces travaux est revu par un comité scientifique, que les pouvoirs publics, l'ADEME, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Transition énergétique sont associés à ces travaux. Ils leur sont présentés, ils peuvent faire des objections.
Donc, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de discussions dans le chat. Je tenais à apporter cette précision. Merci. Élément qui était accessible à tous tout au long de cette réunion et qu'on peut retrouver évidemment dans le replay. Merci à tous de vos interventions, de vos questions, de cette transparence et de vos interventions. Et bon retour sur vos terres, peut-être Jacques-Pierre Couac en particulier. Merci à vous toutes et à tous, et à un prochain rendez-vous organisé par le même conseil et Gaz France Renouvelable et l'association des agriculteurs méthaniseurs de France. Bonne journée.